Bonjour, ou rebonjour, en tout cas, bienvenue dans cette salle Alan Turing où on va poursuivre justement la table ronde de tout à l'heure. J'ai cuisiné mes intervenants en leur disant donnez-moi des exemples d'entreprises qui se sont inspirées de la théorie des contraintes, qui sont inspirées du demand-driven, de l'approche demand-driven pour transformer leur supply chain. En voilà une. Hutchinson, qui est un fournisseur clé à la fois de l'aéronautique et de la défense de l'automobile, qui a transformé mondialement sa supply chain dans cette optique demand-driven avec la société Intuiflow. Donc en fait, voilà, je vous laisse, messieurs, je vous laisse vous présenter. J'imagine que vous avez prévu de vous présenter. Et puis après, je reviens pour les questions. Bonjour à tous, je suis Luca Cicchiello, VP Supply Chain Corporate du groupe Hutchinson. Bonjour à tous, Ferreira Antonio. Alors moi, je suis en charge des sujets supply chain pour toute l'activité aérospace défense industrie au sein de Hutchinson. Bernard Millian, je suis en charge de l'équipe Demand Driven Technologies, Demand Driven Tech, pour l'Europe, éditeur de la solution Intuiflow. Chez Hutchinson, nous sommes very proud de notre histoire. Et donc, je vous laisse avec une petite vidéo qui vous raconte un peu d'où on vient et où on est direct. Hutchinson, nous, on va fournir des solutions et on suit même physiquement notre client avec notre footprint sur les 4 continents, avec 5 sites, 5 centres de recherche. On va déployer, créer des produits côté matériel. Donc, notre force, c'est de créer avec le caoutchouc, le métal et le composite des solutions de plus en plus challenging pour les challenges de notre client, surtout dans les domaines de l'insulation, de transfert de fluides, de l'antivibration à l'acoustique. Et on est 40 000 employés dans 25 pays dans le monde. Et là, je vous laisse aux vidéos. In the 19th century, you had to take risks to succeed in business. Baron Hutchinson, an American businessman convinced that rubber had a real future, took a bold step. He left the US to pursue his ambition in France. In the heart of the Lorette region in Langley, Hiram found an old royal paper mill. In 1869, a severe setback for Hutchinson. A fire destroys part of the Langley factory. The company quickly sends for a talented 37-year-old engineer, Mr. Gustave Eiffel himself. In record time, he constructs a new building, whose elegant and lightweight structure is a real technical achievement. Even in its architectural choices, Hutchinson leads the way. 1900, success on the road. At the start of the 20th century, automobiles become more popular and bicycles more modern. Hutchinson doesn't stand still and creates a bicycle tire designed with a single thread, the Monofil, which goes on to equip many champions and a favorite of the Tour de France. And for cars, a new and stronger tire manufacturing process. Langley is no longer big enough to meet growing demand. New factories are built in Germany, Spain and Italy. 1910, success in the air. At this time, visionaries were also looking to the skies. Hutchinson, always ready for a new challenge, developed a coated fabric essential for airplanes and airships. 1930 to 1960, supporting leading manufacturers. To support expansion in land, air and sea travel, Hutchinson strengthens its research and innovation. In the air, Hutchinson invents the Dynaflex suspension, which controls vibrations and absorbs shock, a critical solution that enables the airplanes of Marcel Dassault to fly. On land, Hutchinson equips, amongst others, the 2CV, the Dauphine, the Simca and the Matra, with bushes, steering couplings and sealing systems. And today, contributing to future mobility. From designing customized materials to integrating connected solutions, Hutchinson contributes to making mobility of the future safer, more comfortable, more sustainable.
Le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est dans la continuation de cette grande histoire qui va contribuer à la croissance de Hutchinson dans le futur. Je laisse la parole à mon collègue Antonio qui va vous présenter ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui dans l'aéro. Merci Luca. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, un petit peu vintage peut-être. Et donc moi, merci. Alors moi, sur la partie Hutchinson, je participe surtout sur tout ce qui n'est pas automobile. Donc ça s'appelle activité défense et industrie. Donc vous pouvez imaginer toutes les applications possibles, mais c'est généralement tout sauf de l'auto. On fait un peu de truck quand même. C'est à peu près un tiers des sites du groupe. On est présent pratiquement sur tous les continents, c'est sûr, et on a plusieurs usines majoritairement en France. Bon, je passe rapidement le slide sur la partie aéro. Alors, j'ai beaucoup parlé d'aéro parce qu'on a beaucoup de projets qui ont débuté dans l'aéro, mais pas seulement, on a aussi de la défense. Alors, on avance quelques éléments d'introduction. Alors, vous le savez certainement, dans l'aéronautique, on a des nomenclatures extrêmement longues, complexes, et qui font appel effectivement à des process de production qui se traduisent dans les gammes de façon également complexe. Là-dessus se rajoute, on est en forte croissance. Il y a eu l'après-Covid qui a été difficile à redémarrer, mais aujourd'hui, on est au-dessus des cadences qui ont été demandées juste avant, donc, qui est le marqueur de 2019. Donc pour faire face à tout ça, on a également d'autres particularités ou d'autres choses. La première, alors il y a tout un tas de listes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est comme toutes les supply chains, on a un réseau mondial. On ne travaille pas forcément au jour le jour, on est plutôt sur des notions de semaines ou de mois, sachant qu'on a des lead times qui sont souvent très très longs entre nous et nos clients. On a bien sûr malgré tout une notion de TRS, donc d'optimisation de production, comme je dirais dans les collègues de l'auto. Nos principaux défis sont capacitaires liés justement au ramp-up demandé par nos clients. On a bien sûr tout un tas de systèmes, je ne compte pas le nombre de RP, rien que sur les 30 usines, ça se tient sur les deux doigts d'une main. Et à côté de ça, on est bien sûr avec le premier ERP mondial qui est Excel, où finalement on fait des extractions dans tous les sens. Pour finir, la partie aéro en particulier, c'est un secteur d'ingénieurs avec une expertise à façon qui est très poussée, des exigences de qualité, de traçabilité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc des contraintes également réglementaires fortes et finalement très très peu de pilotage ou de suivi supply chain. On est souvent, en tout cas à l'origine, avant qu'on démarre les projets DDMRP, on était surtout sur des process de pilotage traditionnels et c'est tout. Alors juste pour terminer également, nos flux ils sont quand même représentés de façon erratique. On est sur des systèmes de calcul MRP. Je vous dirais même que tous nos sites n'ont même pas tous du calcul MRP. Parfois, on faisait même du MRP sur Excel. Et ce qui influe tout un tas d'effets que vous voyez ici. Donc, des équipes très sollicitées, surtout à post-Covid, où ça a été une forte variabilité des clients et des problématiques liées aux matières premières, que nous avons tous connues. Derrière, il y avait une visibilité des priorités qui se faisait surtout en fonction de la priorité client du moment. Et elle se propageait de façon différente au jour le jour. Des encours énormes, puisque la seule façon qu'on avait trouvé pour essayer de sécuriser, c'est augmenter nos stocks, ce qui ne va pas bien dans le sens du cash. Donc tout ça, ça a occasionné également non seulement des excès, mais de l'autre côté des ruptures. Ça, c'est juste 3 schémas pour vous montrer que... Alors, ce qui est on a un peu triché, puisqu'on a la photo avant et un petit peu la photo après. Mais dans tous les cas, les principales problématiques que l'on avait, c'était des ruptures, des surstocks, donc les deux, bien sûr. Et puis, on avait également un système très primordial en termes de la distribution dans nos sites. J'y reviendrai. Dans d'autres informations, lorsqu'on regardait l'état de nos OF, ce qu'on constatait, c'est que soit on était en avance, soit ça était en retard par rapport à la vision du client. Mais entre les deux, alors là, c'est sur la gauche. Vous voyez le schéma, c'est plutôt une gestion de file d'attente où finalement on s'aperçoit que les priorités ne sont pas au bon endroit. Et en même temps, on avait aussi un encours qui augmentait au fil de l'eau
en fonction des avancées ou de ce qu'on poussait en urgence. Bon, ça, c'est un constat. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, déjà, on était venu ici il y a... Je ne sais pas si on a beaucoup changé. C'est les mêmes. On était venu ici présenter un pilote DDMRP. À l'époque, c'était un proof of concept sur le site de Lévignan. Et on avait montré une belle vidéo qui expliquait le principe du DDMRP. Là, ça ne va pas être l'objet du discours. Ce qui était en tout cas sûr, c'est que les résultats qu'on avait obtenus sur ce pilote nous ont poussé. Alors, lorsqu'on vous dit qu'on gagne de taux de service, qu'on réduit les lead time et les stocks en même temps, tout le monde est d'accord pour dire c'est sympa. Vous pouvez prendre des photos. Et ça, c'était ce qu'on avait mesuré. Alors, ce qui a été décidé, suite à ce succès, on a continué bien sûr le projet et on a validé avec la direction générale. On vous montrera juste après la roadmap. Et dans la RFQ qui a suivi ce pilote, c'est un Tuflo qui avait gagné l'appel d'offres et sur lequel, du coup, maintenant, on travaille depuis 3 ans, 4 ans presque. Voilà. Je laisse la parole pour l'instant à Bernard et je poursuivrai après. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas tous un Tuflo, donc on va vous passer une petite vidéo. Je suis désolé, on a été obligé par notre équipe marketing de passer une petite vidéo promotionnelle. Et puis ensuite, je vous en dirai un peu plus. Mais surtout, voilà, je vous avais prévenu, c'était une page de pub quand même. Et on m'a dit surtout, reste bien sur les dernières images du QR code au cas où il voudrait flasher le QR code. Plus sérieusement, donc aujourd'hui, Intuiflow, c'est une plateforme qui a démarré comme étant une plateforme DDMRP. On était les premiers sur le marché en 2011, pionniers du DDMRP, des approches demand-driven ou des approches appliquées de la théorie des contraintes, parce qu'on avait aussi, dès le départ, un outil d'ordonnancement et de pilotage de contraintes qui était un outil développé par des spécialistes de théorie des contraintes. Depuis, la solution a beaucoup évolué. Il s'agit aujourd'hui d'une plateforme de supply chain planning et exécution end-to-end qui intègre du SNOP, du DDMRP, mais pas que, de l'ordonnancement, de l'exécution, du pilotage de file d'attente, des prévisions de vente, parce que parfois ça peut aider, des tableaux de bord, des analytiques intégrées, de la distribution. Donc c'est vraiment une solution end-to-end et dans le projet et le déploiement chez Hutchinson, en fonction des sites, certains modules sont activés ou pas. Je vous redonne la parole. Merci. Alors, chez ADI, c'est juste une photo synthétique. On est en train de déployer 29 usines. Actuellement, 6 sont déjà en production, toutes avec la partie approvisionnement, puisque 2/3 des stocks à peu près, c'est des raw materials. Donc ça, on le fait systématiquement. Et certaines d'entre elles, c'est optionnel. On rajoute un module d'ordonnancement qui est directement dans Tuflo. Alors ça, c'est dans le cas où ils n'en ont pas. Donc là, du coup, on a la possibilité d'en rajouter. Derrière, on a 6 projets qui sont également en cours sur différents go live, certains fin d'année, d'autres début d'année prochaine. On n'en est pas loin. Et on a 7 projets. Alors, tout honnête, quand on a fait quand on a préparé la réunion, c'était 7. En fait, en réalité, ça sera 5 qui vont encore démarrer d'ici fin d'année, avec des go live prévus l'année prochaine. 2 ont été reportés sur l'année prochaine. Donc réellement, c'est 5. Mais ce qui est sûr, c'est que les 12 derniers, il faut absolument qu'on puisse également les démarrer l'année prochaine. Donc vous avez vu, la roadmap est assez conséquente. Ça veut dire que tous les mois ou presque, on va avoir en tout cas un lancement d'ici fin d'année et début d'année prochaine. Alors on commencerait à être habitué, on a des équipes maintenant qu'on a formées, on est tous formés DDL ou DDP. On a mis pratiquement un chef de projet par zone géographique, voire plus. Et donc on se staffe de ce côté-là. Les défis que l'on a à voir, c'est bien sûr, comme on l'a vu,
nos systèmes de production, nos produits sont parfois extrêmement complexes. Et derrière, on a différents ERP. Alors, on doit les connecter à un Tuflo. Donc on commence à avoir une petite habitude également, mais que ce soit du SAP, du ProduFlex, du Easy, c'est quand j'en passe. Mais on arrive à le faire très facilement maintenant, pas au début. Et finalement, nos sites sont presque tous différents et ils ont aussi tous un niveau de maturité différent. Donc on adapte beaucoup le change, ça il ne faut pas l'oublier, parce que le change, on s'est aperçu dès le départ qu'il fallait faire attention. Alors, directement des résultats. Ça se passe sans commentaire. Derrière, on arrive à calculer un ROI x 5. Pour 1 euro investi, vous en récupérez 5. Je ne peux pas vous donner d'autres chiffres parce que c'est confidentiel, mais ça, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Derrière, souvent, lorsqu'on démarre, on laisse aux équipes quelques mois, entre 3 et 6 mois, tout dépend des lead time, avant de commencer à mesurer des améliorations. Et soyez pas surpris, au début, on a même une augmentation de stock parce qu'on a un effet de rattrapage lorsqu'on priorise. Mais une fois qu'on a passé ce cap, qui peut être plus ou moins long en fonction des process, là, on est dans l'amélioration. On demande 20% d'amélioration sur les inventories en jours ou en valeur. Parce que comme vous le savez, on est en croissance. Ça ne veut pas dire grand-chose de le mettre uniquement en valorisation monnaie. Il faut aussi en nombre de jours. Donc la moyenne, c'est 25, c'est ce qu'on obtient aujourd'hui. Et le taux de service, on leur demande 5% minimum. Ils sont généralement autour de 90. Et on a prouvé avec le POF qu'on pouvait aller jusqu'à 95% sur la même période. Derrière, vous avez également 2 effets qui sont super intéressants. Alors, les niveaux de stock, ça, OK, on a vu l'amélioration. Mais surtout, beaucoup moins de ruptures. On divise entre 4 et 10 l'effet rupture lié aussi à la priorisation qu'on a avec l'outil des DMRP. Et finalement, par rapport aux priorités, lorsqu'on démarre un système, on a l'existant, l'historique, et petit à petit, on observe facilement que l'amélioration se fait au niveau du flux. Quoi vous dire d'autre? Ce n'est pas qu'un outil, on remet en place un process. Donc les gens retrouvent à travers l'outil quelque part, mais retrouvent une façon de travailler. Ils arrivent le matin, ils ont tout de suite les priorités. Ils passent beaucoup moins de temps à lancer les OF ou les OA. En revanche, ils passent beaucoup plus de temps en valeur ajoutée, à traiter les problèmes, les conflits habituels avec les fournisseurs en interne et autres. Et derrière, on a aussi tout un tas de graphiques, de visuels, d'outils qui permettent à la décision. Donc c'est très collaboratif, on peut le faire en distance et forcément au-delà de ça, vous avez un environnement qui est serein. On a franchement, pour les endroits où on est arrivé à un niveau de maturité, ça ne crie plus du tout. D'ailleurs, je vous conseille le jeu, si vous avez un jour MRP, DDMRP, qui montre effectivement la différence vocale entre les deux situations. Donc moins de stress, du sens, beaucoup de clarté parce que c'est du visual management. Et finalement, on valide par des performances. Donc, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. On est sur un cercle vicieux d'amélioration continue. Alors, tout le monde ne s'y met pas au début. Il faut faire confiance à l'outil. Mais une fois qu'on y est, c'est bon, c'est gagné. Je finirai avec le process mining. Ça, c'est une visualisation en fonction des OF. Donc, l'outil est capable après de vous maquer. Alors, c'est une extraction toute simple, réelle. Mais on peut le faire aussi en avant-vente. C'est-à-dire qu'il y a des sites sur lesquels on ne sait pas trop, sur les points de découplage, s'il faut mettre l'accent sur tel ou tel pilotage de flux. On récupère les historiques d'OF et on peut facilement définir s'il y a un intérêt ou pas à développer la solution Scaling Execution. Donc c'est très visuel. Et du coup, on a remonté des fois, c'est genre 600 000 lignes, 4 ans d'historique d'OF, et tout de suite, on avait les lead time moyens et les flux marquants. Pour moi, c'est tout. Je vais passer la parole à mon collègue Luca pour vous parler de la suite pour côté automobile. Merci. Donc, on avait compris, ça fait 5 ans, que la seule approche possible avec la nouvelle condition du marché, c'était une approche demand-driven. Et on s'est retrouvé au niveau top management et surtout dans l'IT, avec des gens qui étaient rattachés à leur ERP, à leur système MRP, comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, My Treasure, My Treasure. Donc, on devait comprendre comme démontrer que la nouvelle approche, c'était la réponse à cette nouvelle situation. Et on a commencé dans les héros.
un endroit où penser de mettre en place un système demand-driven avec un pull system dans un contexte avec des petites séries, des minimum lots très petits, une grande variété, des milliers de références, c'était à l'époque de l'hérésie. Et donc, on a mis en place la solution chez l'Aéro. Avec les résultats qu'on a obtenus, on était capable de démontrer que ça pouvait être une vraie réponse à un nouvel challenge. Et aujourd'hui, après ce résultat, on a décidé d'étendre le projet à toutes les autres activités de l'auto. Les activités de l'auto, on parle de 3 divisions, de fluid management, body sealing et anti-vibration. On parle de 40 sites. Le challenge, c'est de déployer la solution dans les prochains 2 ans et demi. Et le challenge, surtout côté architecture et infrastructure données, c'est de déployer pas seulement en Europe et en Nord-Amérique, mais aussi dans la plateforme asiatique. On a notre roadmap de déploiement. On est en train de structurer, de faire des trainings, de certifier les gens sur la nouvelle méthodologie. Dans le contexte auto, dans un côté, on est plus facilité parce qu'on a des produits avec des nomenclatures plus simples, avec des volumes plus hauts et un peu moins de mix. Mais on a rencontré des challenges et des problématiques qu'on n'avait pas dans le contexte aéro. En particulier, on a des fabrications plus complexes avec des lignes d'extrusion, des lignes de vulcanisation qui sont très, très, très rigides, qui sont capables de faire pas beaucoup de mix différents de références, mais aussi ils doivent suivre des séquences établies pour respecter des optimisations, des étapes et d'utilisation des matières. Et donc, on a tout ça, on était en train aujourd'hui de chercher de ménager avec l'IRP, mais qui c'est impossible. L'IRP, ça ne peut pas être une réponse à cette complexité de planification et de scheduling. Et aujourd'hui, c'est tout fait sur l'Excel. Donc, le challenge, c'est d'éliminer les Excel dans les ateliers, de le replacer avec une plateforme globale au niveau mondial sur tous les sites. On vient de commencer sur 2 sites en Tchèque République et en France, à Montargis. On est en train de faire les trainings sur les équipes locales et on est en train aussi de construire une équipe globale qui va prendre l'exemple best practice sur ces cas d'usage et après on ira le déployer sur tous les autres sites dans les futurs 2 ans et demi. Le support des DTEC, c'est en particulier pour développer de nouvelles fonctionnalités. C'est clair que dans cette situation de manufacturing très rigide avec des complexités, on a dû développer des outils pour gérer le plan wheel, donc une rotation fixe de séquencement des références à faire selon des séquences et des groupages de références qui se déroulent toujours de la même façon. Mais surtout, on a des références, on a des machines où on peut faire 5 pièces par jour, toujours des mêmes références. Et donc, plutôt que répondre avec du DDMRP, on a ajouté du DDMRP plutôt la mise en place de méthodologies de Theory of Constraint. Donc, on identifie la ressource qui fait de drames et de bottleneck. Et donc, on a demandé à DDTech de développer des outils qui vont gérer ces points très rigides et ces drames dans notre atelier. Donc, une fois qu'on va gérer ces points ces drames, amont de ces drames, tout se déploie avec le DDMRP avec un pull flow. Et aval de ces points, de ces machines, on va pousser jusqu'à la production sur les produits finis et le déploiement chez les clients. Donc, on a demandé de développer des modules dans leur solution scheduling qui pouvaient gérer cette complexité. On a demandé de faire arriver les informations jusqu'au poste de production et on a concordé et partagé notre roadmap de déploiement. On va déployer 4 sites en même temps, chaque 3 mois, pour réussir à atteindre le complétement de tout le déploiement dans les prochains 3 ans avant la fin de 2018. Ok, alors je pense qu'on peut dire que c'est un partenariat qui s'est développé en commençant très petit, en 2021,
Et puis petit à petit, la confiance se crée et le périmètre augmente. Ce que je vous propose, c'est qu'on balaye un petit peu quels étaient les facteurs de succès. Je crois qu'on est très en avance sur le temps, mais c'est parfait, ça nous laissera un peu de temps pour des questions-réponses. Tout à fait. Clairement, enfin, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais on est vraiment on n'est pas dans une relation client-fournisseur réellement. On peut le dire comme ça? Non, on est partenaire. Alors, on est quand même contractualisé, mais c'est un contrat long terme, hein, puisque nous, on a signé un contrat de 6 ans dès le départ. Mais petit à petit, vu que les équipes sont mixtes, on travaille ensemble, je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment une relation de partenariat. Ce n'est pas une relation client-fournisseur classique. Et quelques éléments peut-être qui nous ont guidés, c'est qu'on a un certain nombre de principes. Les principes, c'est du flux tiré, c'est piloté par les contraintes, c'est avoir du pilotage visuel, du rouge, jaune, vert, etc. Mais ce n'est pas une religion, ce ne sont pas des dogmes. Donc ça veut dire que sur chacun des sites, on va devoir réfléchir et développer un modèle opératoire qui est différent. Et alors, si vous visitez des sites Hutchinson, ADI, Aéro, chaque site est un animal complètement différent. Donc il faut adapter une tactique qui va bien. Oui, alors ça, c'est une phase importante. Dès le départ, on fait ce qu'on appelle une pré-analyse. Donc, on regarde ensemble les flux. Et sur les 35 usines, mais réellement, c'est 32 en production, donc les 29 qui sont dans la roadmap, ce que je disais tout à l'heure, il n'y en a pas une qui se ressemble. Du coup, il faut vraiment s'adapter. Mais l'Intuflow reste le même. On n'a pas touché à l'outil. Et parfois, c'est plutôt nos process qu'on revoit, etc. Donc, là-dessus, je confirme... Il faut beaucoup d'humilité un petit peu quand même. Il ne faut pas arriver. Et puis des fois, ce n'est pas forcément la technique qui pose problème. C'est le management, la culture en place. Il y a des fois, on a démarré en bing bang tout un service en approvisionnement. Il y a d'autres fois, on a mis 6 mois, on l'a fait personne par personne. Donc il faut vraiment s'adapter. Le deuxième, c'est ce qu'on vient de dire, une approche pragmatique adaptée par site. Aussi, ce qui est important, si on veut que ce genre de programme réussisse, c'est que ce soit les équipes internes qui pilotent. C'est pas le jeu d'avoir beaucoup de consultants en support. La compétence, elle doit se développer en interne. Alors, on a créé ce qu'on appelle une communauty DDMRP Hutchinson, d'abord chez ADI, puis maintenant en commun avec l'automobile. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est tous certifiés DDL ou DDP. On a environ aujourd'hui une petite dizaine de personnes qui nous secondent par rapport à tous ces projets de déploiement, du début à la fin, et en relation avec les équipes de DDTech, bien sûr. Nous, on vient en support avec l'expérience, à la fois une expérience supply chain, une expérience manufacturing et surtout une expérience sur l'outil, et puis un support au développement de nouvelles fonctionnalités quand on voit qu'il y a de nouvelles fonctionnalités à mettre en œuvre. Je pense que la détermination à obtenir les résultats, tu peux peut-être en parler un petit peu, mais il y a un management qui met un peu de pression. Alors très franchement, on a mis 1 an à convaincre nos patrons. Donc on a fait les hommes sandwich, on a été dans tous les séminaires avec Luca, on a créé des jeux, on a utilisé des outils, enfin bref, on a fait vraiment le maximum. Quand ça a commencé à cranter, c'est vraiment les résultats après qui ont alimenté la confiance de nos responsables. Donc avec le recul de 3 ans qu'on a, maintenant la question ne se pose plus. Je vous ai même dit, il y a des sites qui sont réfractaires, ça existe encore chez nous. Et quand on n'y arrive pas simplement, c'est vraiment le management qui prend son rôle et qui fixe les priorités. Voilà, il faut être tout à fait honnête. Mais là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté sur notre détermination. Et puis, de temps en temps, on n'est pas d'accord. Et donc, on se dit les choses. Et parfois aussi, on n'est pas d'accord avec des équipes sur les sites, parce que l'objectif, ça va être quoi? Une 60aine de sites au total, possiblement. Sur 60 sites, vous avez 60 directeurs de sites, 60 responsables supply chain, peut-être 600 planificateurs. Il va y avoir plein d'avis différents et des gens, peut-être même des équipes informatiques, on ne sait pas. Mais il va y avoir un certain nombre de fonctions qu'il va falloir embarquer. Et puis, il va y avoir des réticences à traiter, etc. Juste un mot, oui, excuse-moi, sur l'informatique. On a eu les 2 cas de figure.
les services vraiment qui accompagnent, qui sont à notre écoute et sur lesquels le développement, parce qu'on a quand même plusieurs ERP différents, donc des fois on refait le game. Et ça se passe très bien. Et il y a l'inverse, où là on a eu le plus de freins qu'on a eu en fait, c'est certains collègues informaticiens qui voulaient difficilement aller dans ce projet-là. Voilà. Ça s'est réglé des fois avec le management, malheureusement, heureusement. Et puis le dernier point, c'est qu'on essaye d'avoir du plaisir à travailler ensemble et d'avoir du fun et de célébrer les réussites. Voilà. Ouais, des fois on en a besoin aussi, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille dans le mode projet, hein. Mais c'est vrai que du coup on a vraiment plaisir à se voir et aujourd'hui on a vraiment, enfin c'est un beau succès. Alors vous recevrez prochainement une petite communication pour les gens qui sont de Space. On va avoir un petit Gamba Web qui devrait se mettre en place prochainement, où on va parler également de cette aventure-là. Je pense que c'est tout ce qu'on avait prévu de vous partager comme contenu. On est un petit peu en avance sur le temps, ça va? Ah bah non, mais c'est bien, comme C'est ça bien. on va poser des questions. Merci, déjà. Je pense Merci qu'on à peut vous. déjà vous applaudir Merci. pour cette présentation très, très claire. Est-ce que vous avez déjà des questions en tête? Oui? Déjà? Eh bien, très bien. On y va. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Aujourd'hui, vous avez intégré plusieurs sites et vous travaillez par une implémentation site par site. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce projet-là, il y a aussi des interactions de flux entre les sites et est-ce que un QFlow demain peut être envisagé sur du pilotage multisite? Oui, en effet, dans l'automotive, on a des flux intercompagnies qui sont fous. On se partage semi-fini d'un continent à l'autre. Après, on a des usines spécialisées dans le mixing de mélange qui après vont distribuer à tous les sites où on va créer les produits. On voudrait utiliser Intuiflow pour redessiner l'utilisation et les relations entre les flux intercompagnies. Donc ça, c'est une partie très importante du projet. C'était déjà le cas côté aerospace, mais ça va être encore plus important côté automotive. L'idée, vu que d'un site à l'autre, c'est un point de découplage, il y a un camion qui porte, et aujourd'hui, on a un buffer de raw material sur l'intercompagnie client, un buffer de finish good de l'autre côté, et on se partage des emails parce que l'EDI, on l'a beaucoup avec les fournisseurs externes, mais côté interne. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que dans Intuiflow, c'est une plateforme commune à tous les sites automobiles où le buffer, ça va être unique. Donc, ça veut dire que le buffer, ça va être, et le stock, ça va être chez le client où ça va être utilisé, mais la gestion dans l'outil, ça va être en charge de fournisseur qui doit planifier la production en fonction d'aller jamais dans le rouge, dans le buffer, qui c'est dans l'usine intercompagnie client. Donc ça veut dire qu'on va optimiser l'inventory, on va avoir un seul flux d'informations, on va avoir une visibilité claire, soit côté client, soit côté fournisseur. On va arrêter les disputes qui ne s'arrêtent jamais entre les plant managers, les sites et les deux équipes supply chain. Alors ça, c'est côté auto, hein. Parce que côté aéro, non, c'est pas ça. Côté aéro, on a pour l'instant, je dis pas encore, on a essayé un cas de distribution intersite. On a fini par dire non, travailler séparément. Donc à chaque fois, on a mis une nouvelle installation dans chacune des usines. Et notre challenge, ça va être plutôt avoir un cockpit où on va se partager toutes ces informations pour avoir une vision globale. C'est un peu plus compliqué que sur les États-Unis parce que ce sont des sites ITAR. Donc au niveau défense, on a une difficulté pour se partager ces informations, mais pour tous les autres, c'est du cloud, donc on pourra le faire. Mais indirectement, je ne désespère pas de faire comme les collègues de l'auto, mais c'est encore un peu trop tôt pour l'aéro. Alors c'est un peu trop tôt, mais chronologiquement, c'est quand même vous qui avez commencé. Ouais, on a commencé, ouais, je confirme. Mais c'était sur le site de Bondouf. Alors j'ai un de mes collègues qui est ici présent, qui est chef de projet. Il pourra vous le dire, hein, ça va être des usines sœurs, on va dire ça comme ça. Casablanca et Bondoufle, on n'a jamais réussi à les mettre d'accord, Julien?
Bonjour. Julien Montenot, chef de projet donc, sur le site de Bondoufle. Et c'est vrai que les deux usines, on ne les a pas mis d'accord parce qu'on a une complexité aussi dans nos nomenclatures que pour pouvoir tout imbriquer, c'était un petit peu complexe. On ne désespère pas de le faire prochainement. Et pour l'instant, on a préféré gérer séparément. Chacun gère ses stocks, ses buffers pour pouvoir sécuriser toute la partie supply chain et dans un deuxième temps, pourquoi pas faire de la distribution. Merci. Merci Julien. Donc pour l'instant, on reste chacun dans... On va y arriver. D'expérience, ce genre d'organisation type VMI, en fait, ça nécessite vraiment de gagner en confiance. Et là, ça y est pas encore, mais ça va arriver. Puis c'était un risque projet. Hein. Quand on a vu que ça avait des difficultés, on a dit bon, allez, on sépare les instances. Et là, on a pu débloquer la situation et ça a avancé. Moi, j'ai une question sur la manière dont vous avez convaincu la direction générale. Dites, ça a duré 1 an. Malgré le bon résultat, vous avez présenté là, justement le POC, les résultats, ça a été compliqué de batailler après, même après ça ou... Ah bah, on a mis nos têtes sous le guillot deux fois. À ce point. Nous, on y croyait beaucoup parce qu'on avait les résultats, mais les gens ne connaissent pas le DDMRP. Ouais. Donc au début, il y a un phénomène de bah non, je ne comprends pas. Le site qu'on a démarré en POC, c'était un petit site. Donc après, oui, mais ça marche là, mais ça ne va pas marcher ailleurs. Enfin, à chaque fois, on a eu ce genre de choses. Ce qui a vraiment, je pense, décidé, c'est à la fois, bah, on a les jeux, les formations, beaucoup de formations pour expliquer. Et au final, une décision de notre PDG, Hélène Moreau-Leroy, qui nous a finalement, c'est elle qui nous a donné le Saint Graal. Et une fois que la Big Boss, elle a dit OK, ça nous a beaucoup. C'est un cadeau de Noël. Hein. Elle nous l'avait fait 1 an après à Noël, quasiment. Elle nous a dit allez, on y va dans le DDMRP. Donc c'est elle finalement qu'il a fallu Mais convaincre. elle aussi a participé aux formations. Alors, comment elle a été sensibilisée à ça? Elle est certifiée à PIX déjà. Donc en Ça amont, aide. elle a une sensibilité supply chain, des flux. Et enfin, je pense qu'elle fait partie des gens qui ont compris l'intérêt et que c'est reproductible. Elle nous a donné notre chance tout simplement. Hein. Voilà. Donc une fois que c'est du top-down après, je peux vous assurer que ça nous a simplifié la vie. Hein. L'arrivée de la nouvelle présidente, il a aidé beaucoup. Le changement de top management, la rotation des nouvelles directeurs qui sont arrivés, il a contribué à changer la mentalité du groupe qui c'est encore en train qui continue. Le problème du cash flow et l'inventory qu'il a arrêté de monter, il a donné une bonne raison pour chercher d'essayer quelque chose d'alternatif. Et donc, tout ça, il a aidé à donner beaucoup plus de commitment et contribuer à donner de confiance dans le projet. Et les résultats, ils sont en train de nous repayer de tous ces efforts. Il y a vraiment, par exemple, on parle souvent de l'effet coup de fouet avec les prévisions, etc. Il y a vraiment un avant et un après, vous voyez, sur le déploiement de la solution. Alors, les effets bullwhip, oui, sans aucun contexte. C'est un des avantages à mettre en place des solutions type DDMRP. Après, une fois de plus, hein, ça c'est l'outil. Mais ce qu'on s'aperçoit également, je reviens au process, aux organisations, où là, les gens, ils retrouvent une cohérence, ils retrouvent une facilité. Alors, par exemple, lorsqu'on met en place un outil d'approvisionnement auprès des équipes, à côté de ça, on va peut-être tuer 6 fichiers, 10 fichiers Excel. Donc imaginez l'intérêt au quotidien. Et je pense que c'est cet impact-là également qui fait que, après on lisse, après il y a la méthode DDMRP hein, qui évite le coup fait, effectivement. Mais il n'y a pas eu un phénomène, quelquefois, retour si. sous la table au fichier On Excel est des Gaulois. pour être sûr. On est des Gaulois. Donc oui, il y en a même encore un, je ne veux pas refaire Julien pourra en témoigner, il y en a encore un responsable d'approvisionnement qui s'accroche. Je vais rester avec vous finalement. Bah, viens viens avec nous. Il s'accroche encore. Il s'accroche encore et là, on pousse un peu plus pour justement tuer ces fichiers Excel. Parce que Excel, c'est bien, tout le monde maîtrise, on peut mettre les mains dedans, sauf que ça ne sécurise pas. Une mauvaise formule où la personne qui a conçu le fichier ne soit pas là,
il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, n'importe qui peut remplacer son collègue dans l'outil Intuiflow. Mais on préfère y aller, pas de façon trop brutale, mais c'est le seul site sur les 6 sur lequel on a encore ce cas de figure, mais bon voilà, on le traite comme ça. Jusqu'à fin d'année. Voilà, on a une deadline, c'est fin d'année. Donc il y a quand même effectivement un changement aussi au niveau de l'organisation, de la manière de travailler, qui n'est pas anodin non plus. Oui, un des objectifs du projet, c'est d'améliorer la qualité de la working life de la communauté supply chain sur le site. Donc il y a grande attention avec la mise en place de nouveaux outils, de réduire le stress, de faire travailler mieux et de donner un feedback à chaque personne, de retourner à la maison avec la conscience qu'il a fait le boulot qu'il devait faire, sans avoir des points interrogatifs qu'il peut retrouver le demain matin et qui va lui refléter sur le desk, sur la table. Et donc, c'est clair que pas tout, il arrive à s'éloigner. Surtout, il y a des employés qui, ça fait 30 ans, qui travaillent avec son outil, qui a perfectionné dans le temps. Mais en général, l'outil est très bien accepté. Et on a même reçu des menaces de démission dans le cas où on allait à l'arrière dans le projet. Donc, ça veut dire... Donc, ça veut pas de retour en arrière, surtout. Ah oui, oui, parce que la qualité, un changement de qualité de la vie au travail, il est bien changé. C'est pour ça qu'on croit que la mise en place de l'outil et ce projet va aussi améliorer le turnover de la communauté de gens dans les équipes supply chain chez Hutchinson. Une question? J'ai vu une main se lever. Merci beaucoup pour la présentation, très intéressant. Mais justement, comment vous expliquez la réticence de certains profils un peu informatiques dont vous avez parlé tout à l'heure, justement parce que ça change un peu la vie et c'est beaucoup plus pratique, mais il y en a quand même qui refusent un petit peu à onboarder. On tue le MRP. C'est désastreux. C'est un killing incroyable. On a passé des heures carrées avec certains, je dis bien, informaticiens. Eux, le MRP, c'est le cœur de leur système. Et du coup, lorsqu'on leur dit le calcul MRP, on l'oublie, tout passe par Intuiflow, etc., pour eux, c'est comme si vraiment on était des inconscients qui allions tuer leur système. Alors, en réalité, on leur dit non, il va continuer à tourner, sauf qu'on ne va pas le regarder, lui. Ça les rassure? Oui, parfois. Non, en fait, c'est une façon de détourner pour dire c'est notre métier, toi, tu es là en support pour nous aider, mais effectivement, on va récupérer les recommandations d'Intuiflow. Mais c'est vraiment ça. Alors, il y a aussi l'inverse. Akasa, par exemple, c'est un bon exemple. Où, à l'inverse, il était très, très proactif, le responsable informatique. Et il nous a grandement aidé. Il a automatisé des process. Alors que c'est un ERP qui était, qui est un peu bancal. Donc, on a les deux cas de figure. Mais vraiment, ce qui revenait, si vous êtes en train de tuer le MRP, vous êtes en train de tuer l'outil. Non, pas du tout. Tout vient de l'ERP. On ne touche pas à l'ERP. Il y a aussi des raisons historiques. Ça fait 7-8 ans, mais à Hutchinson, c'était 100 sites. Et chaque site, c'était une usine autonome qui faisait un peu qu'est-ce qu'il voulait. Et la supply chain n'existait pas. Donc, on avait les appros sous les achats, la logistique sous la production et les customer service sous les sales. Et donc, qui était en charge de mettre en place les procès informatiques, même au niveau fonctionnel, mais c'était l'IT qui disait, vous devez utiliser le système de cette façon, les procès, le flux d'informations, c'est cela. Et donc, quand je suis arrivé, on est arrivé chez Hutchinson, on a construit l'équipe supply chain mondiale, on a construit des communautés supply chain régionales avec des procès supply chain, et on a rattrapé tous les morceaux de la supply chain. Aujourd'hui, il y a une vraie communauté. Mais on a dit, moi, c'est nous les fonctionnels qu'on dit qu'est-ce qu'on va faire, et vous, l'IT, vous le mettez en pratique. Et c'était un peu comme on allait prendre le travail à ces gens-là, qu'il était aussi tombé amoureux de ce qu'il avait construit. Et donc, le challenge, le changement de mindset, c'était un vrai challenge. Aujourd'hui, la situation s'est beaucoup améliorée. On a une collaboration de l'IT qui nous aide à déployer et changer les choses. Mais c'est vrai que cet facteur culturel, il a impacté beaucoup pendant la démarche du projet. Il y a un volet psychologique quoi, qui est important. L'humain, c'est 80% du projet. Combien? 80%. Ah oui. La technique, c'est 20%. Mais nous, l'humain, la relation humaine, franchement,
Je pense que c'est... Dernière toute petite question à Bernard. Il a fallu développer des modules spécialement pour Hutchinson? Alors, c'est quoi ça? Alors, non. Un tuffeau est une solution standard. OK? Donc, on met à disposition de l'ensemble des clients l'ensemble des fonctionnalités qui ont été développées dans la solution. Quand on a des clients qui nous persuadent qu'il y a du sens de développer des fonctionnalités additionnelles qui vont être pertinentes, Et qui peuvent bénéficier à d'autres ensuite. qui peuvent bénéficier à d'autres. Et en particulier, alors c'est souvent le cas du côté ordonnancement, parce qu'ordonnancement, chaque usine est un peu particulière, mais il y a quand même des modèles qui se retrouvent. Des enchaînements de campagne, des roues de planification, sur l'autoclave, on ne va pas en parler, mais c'est des panoplies de pièces, donc un certain nombre de problématiques où, oui, il y a un peu d'algorithmie à mettre pour bien répondre à ça. Et donc, on le fait pour les besoins avant tout aujourd'hui d'Hutchinson, mais c'est mis à disposition d'autres clients qui vont en bénéficier aussi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose. Tu disais que vous avez mis votre tête sur le bio une paire de fois. Pour qu'un programme d'une telle ampleur fonctionne, il faut des têtes brûlées comme eux, quoi. Il faut des Luca, des Antonio, et puis sur les sites, des Julien et autres qui vont vraiment mener le sujet. C'est pas l'outil et c'est pas nous, c'est eux qui font le truc. L'outil fait un petit peu quand même. On va vous applaudir, donc les MRP Killers là, de Hutchinson. Merci.